La richesse pourrait ne pas garantir le bonheur, mais elle peut certainement acheter une marque de justice de terre brûlée. Considérez ceci. Une femme sacrifie un héritage d'1 milliard de dollars pour l'amour, choisissant une vie simple sur une dynastie. 10 ans plus tard, elle se réveille dans une maison vide. Pas de mari et des enfants disparus. Juste une ordonnance du tribunal gelant ses avoirs et un message texte d'une femme nommée Tiffany. Ce n'est pas juste une rupture, c'est une démolition. Cependant, son ex-mari a oublié un détail crucial. Elle a peut-être choisi la pauvreté, mais son nom de famille était toujours Harrington. Et quand vous volez les enfants d'un Harrington, vous n'êtes pas seulement poursuivi, vous êtes possédé, littéralement. Le silence dans la cuisine, il était le premier avertissement, bien que Gina ne l'ait pas reconnu à ce moment-là. Habituellement, à 7h45 un mardi, la maison Sterling était une symphonie chaotique de bruit chaotique. Il aurait dû y avoir le broyage de la machine à expresso, le bruit sourd des baskets de Noah frappant le bois dur alors qu'il cherchait ses protèges tibias manquants, et la négociation aiguë d'Emma, 7 ans, essayant de convaincre son père qu'un tutu était une tenue appropriée pour un test mathématique. Mais aujourd'hui, il n'y avait que le ronronnement du réfrigérateur. Gina descendit les escaliers, nouant la ceinture de sa robe de soie, s'attendant à voir Jason beurrer frénétiquement des toasts. « Jason les a-tu emmenés à l'école tôt? » appela-t-elle, sa voix résonnant légèrement dans le couloir. Il n'y eut pas de réponse. Elle se déplaça dans la cuisine. Le comptoir, habituellement jonché de formulaires d'autorisation et de devoirs à moitié finis, était impeccable. Trop impeccable. On aurait dit une maison d'exposition, nettoyée et stérile. Une seule enveloppe blanche était posée au centre de l'îlot en granit. Son estomac fit un lent et nauséabond retournement. C'était ce sentiment, l'instinct primal qui précède la logique. C'est le sentiment d'un prédateur à proximité ou du sol sur le point de céder. Elle marcha vers l'enveloppe. Il y avait son nom, Gina, écrit dessus de la main architecturale nette de Jason. Elle la déchira. À l'intérieur, il n'y avait pas de mot d'amour. Ce n'était pas un rappel pour aller chercher le nettoyage à sec. C'était une feuille de papier unique agrafée à une épaisse liasse de documents légaux. Gina, j'ai emmené les enfants chez ma mère pour quelques jours. N'essaie pas de venir les chercher. Au moment où tu liras ceci, mon avocat aura déjà déposé une demande de garde temporaire d'urgence basée sur ton instabilité actuelle. Je suis désolé que ça ait dû se passer ainsi, mais je ne peux pas te laisser nous entraîner vers le bas plus longtemps. C'est fini. Les genoux de Gina touchèrent le sol avant même qu'elle ne réalise qu'elle tombait. Le carrelage en céramique était froid contre sa peau, mais elle ne le sentait pas. Instabilité. Quelle instabilité! Elle se précipita pour saisir la liasse plus épaisse. Requête en dissolution de mariage. Ordonnance ex parte d'urgence pour garde exclusive. Ses yeux parcoururent le jargon juridique brouillé par les larmes. Paragraphe 4, la mère. Gina Sterling a manifesté un comportement erratique, des problèmes d'abus de substances impliquant des médicaments sur ordonnance et une volatilité émotionnelle qui pose un danger pour les enfants mineurs Noah 10 et Emma 7. C'était un mensonge monstrueux fabriqué. Elle ne buvait même pas, encore moins abusait de pilules. Elle était la présidente de la PTA. C'était elle qui faisait des cupcakes sans gluten pour la classe. C'était elle qui restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour aider Noah avec son projet de foire scientifique sur les volcans pendant que Jason travaillait tard au cabinet. Travaillait tard. La réalisation la frappa comme un coup physique à la poitrine. Les nuits tardives, les nouveaux mots de passe sur son téléphone, le besoin soudain de séances de gym à des heures étranges. Elle se précipita pour prendre son téléphone, ses doigts tremblant si fort qu'elle le laissa tomber 2 fois. Elle composa le numéro de Jason directement vers la messagerie vocale. Elle composa le numéro de sa mère Linda. Bonjour, sa voix était glaciale. Linda, s'il te plaît, où sont-ils? Laisse-moi parler à Noah et Emma. On m'a conseillé de ne pas vous parler à Gina.
Vous devez vous faire aider. Ne rappelez pas ici, sinon nous appellerons la police pour harcèlement. La ligne se coupa. Gina s'assit sur le sol de la cuisine, le silence de la maison lui hurlant maintenant dessus. Elle avait 34 ans. Elle était mariée depuis 12 ans. Elle avait abandonné sa carrière dans la curation d'art pour élever leurs enfants. Elle avait soutenu Jason alors qu'il construisait son cabinet d'architecture, d'une start-up de garage à un pilier de la ville. Et maintenant, elle était en train d'être effacée. Elle court à l'étage, dans les chambres des enfants. Leur placard était à moitié vide. Leurs jouets préférés, l'étoile de la mort Lego de Noah, le lapin en peluche d'Emma, nommé Bonne Bonne, avait disparu. Il avait planifié cela. Il avait fait leurs valises pendant qu'elles dormaient. Il les avait probablement emmenées à la voiture à l'aube, leur racontant un mensonge sur un voyage surprise. Elle avait besoin d'un avocat. Elle avait besoin de se battre. Elle prit son sac à main pour trouver sa carte de crédit. Elle devait réserver une consultation immédiatement. Elle se connecta à leur compte Joint Bank of America sur son téléphone. Accès refusé. Statut du compte gelé. Elle essaya le compte d'épargne. Gelé. Elle essaya sa carte d'urgence personnelle. Refusée. La panique, froide et vive, lui griffa la gorge. Elle vérifia le solde du compte courant joint avant que l'écran ne la bloque. Il affichait 0. Il l'avait vidé. 12 ans d'économie. L'argent de la vente des bijoux de sa grand-mère, le fonds pour les jours de pluie. Tout cela transféré sur un compte qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle était piégée. Elle n'avait pas d'argent, pas d'enfant, et un mari qui venait de l'embusquer légalement avec la précision d'un sniper. Puis son téléphone vibra, un message texte d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. C'était une photo, un selfie. Il montrait Jason souriant plus brillamment qu'elle ne l'avait vu sourire depuis des années, tenant une flûte de champagne. Penché sur son épaule, portant un collier de diamants qui ressemblait étrangement à celui que Gina avait montré dans un magazine il y a 3 mois, était Tiffany. Tiffany, son assistante administrative de 24 ans, celle que Gina avait invitée à dîner, celle à qui elle avait acheté un cadeau de Noël. La légende disait « Enfin libre. Merci pour la maison, chérie. » Gina jeta le téléphone à travers la pièce. Il se brisa contre le mur, une toile d'araignée de fissures oblitérant leur visage souriant. Elle cria. Ce n'était pas un cri de tristesse. C'était un cri de rage pure et non altéré. Elle avait quitté sa vie pour lui. Elle avait abandonné la dynastie Harrington, les jets privés, les galas et le contrôle étouffant de son père, Arthur Harrington, parce qu'elle voulait l'amour. Elle voulait quelque chose de réel. Elle voulait un homme qui l'aimait pour elle. Pas pour les mièches, pour les milliards de son père. Et Jason avait joué le long jeu. Il l'avait utilisée, l'avait drainée, et maintenant il la jetait comme un emballage usagé. Mais alors qu'elle regardait le téléphone brisé, une sombre pensée fleurit dans son esprit. Jason savait qu'elle était éloignée de sa famille. Il savait qu'elle n'avait pas parlé à Arthur Harrington depuis une décennie. Il comptait sur elle pour être la femme au foyer impuissante de la classe moyenne qu'elle avait prétendu être si longtemps. Il a oublié une chose, l'ADN ne s'estompe pas, et la capacité de guerre d'un Harrington non plus. La première semaine fut d'un flou d'humiliation. Gina tenta de se représenter elle-même lors de l'audience initiale. Ce fut un désastre. Elle entra dans le bâtiment du tribunal de la famille vêtue de son meilleur tailleur, vieux de 3 ans, serrant un classeur de relevés bancaires imprimés et de dossiers scolaires. Jason entra flanqué de 3 hommes en costume qui coûtaient plus cher que sa voiture. En tête de groupe se trouvait Robert le requin Carlyle. Tout le monde en ville connaissait Carlyle. Il ne se contentait pas de gagner des divorces. Il anéantissait l'opposition. C'était le genre d'avocat qui s'assurait que l'autre conjoint finisse par vivre dans une boîte en carton. Quand le juge appela leur affaire, Carlyle se leva et lissa sa cravate de soie. « Votre honneur, » dit Carlyle d'une voix douce comme du velours trempé dans du poison. Madame Sterling est actuellement sans emploi, n'a pas d'actif fixe à son nom
et comme le montrent les affidavits, souffre de graves épisodes paranoïaques. Nous demandons simplement la garde exclusive temporaire pour assurer la sécurité des enfants jusqu'à ce que Mme Sterling puisse prouver qu'elle est stable. C'est un mensonge, cria Gina, se levant. Il a volé mon argent. Il est avec son assistante. Votre honneur. Carlyle soupira, regardant le juge avec pitié. Voyez les accès de colère? La folie. Nous avons des déclarations de voisins disant qu'ils ont entendu des cris provenant de la maison il y a seulement 2 jours. Oui, le cri quand elle a vu la photo de Tiffany. Il transformait son chagrin en folie. Le juge, un homme d'apparence fatiguée nommé Judge Reynolds, la regarda par-dessus ses lunettes. Madame Sterling, sans avocat, je ne peux pas vous conseiller de parler. Cependant, étant donné les preuves présentées par le conseil de M. Sterling concernant votre instabilité financière et les préoccupations alléguées en matière de santé mentale, j'accorde la garde temporaire au père. Les visites seront supervisées en attendant une évaluation psychologique. Supervisée. Elle ne pouvait même pas emmener ses enfants au parc. Elle devait payer un étranger pour la regarder embrasser son propre fils. Et concernant les avoirs, continue à y avoir. Continua le juge. Monsieur Sterling affirme que les fonds ont été transférés à une fiducie pour protéger la future éducation des enfants de vos habitudes de dépenses. Cela sera examiné lors de l'audience finale dans 3 mois. Gina sortit de cette salle d'audience et en tremblant. Jason la croisa dans le couloir. Il ne la regarda pas, mais Tiffany était là, attendant près de l'ascenseur. Elle esquissa un petit sourire victorieux. « Ne t'inquiète pas, Gina, » chuchota-t-elle au passage de Gina. « Je veillerai à ce qu'Emma se brosse les cheveux. » Ce fut le moment. Ce fut le moment où la tristesse s'évapora et la glace s'installa. Elle retourna à la maison vide. Elle avait 48 heures pour déménager. Carlyle avait déposé une motion pour l'utilisation exclusive de la résidence conjugale et le juge l'avait accordée. Elle était expulsée de la maison qu'elle avait peinte, de la maison où elle avait allaité des bébés et organisé des Thanksgiving. Elle emballa ses vêtements dans des sacs poubelles parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de valises. Elle mit les quelques bijoux qu'il lui restait, des choses simples, sans valeur, dans son sac à main. Elle se rendit à un motel en périphérie de la ville. Le Starlight Inn. L'enseigne au néon bourdonnait et vacillait. Le L était éteint, donc il était écrit « Starlight Inn ». La chambre sentait la fumée rance et le pledge citron. Elle s'assit sur le matelas bosselé et regarda son reflet dans le miroir fissuré. Elle avait l'air vieille, fatiguée, vaincue. Elle vérifia son portefeuille. Elle avait 42 $ en espèces, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas d'avocat, elle n'avait pas de maison. Jason avait calculé cela parfaitement. Il savait qu'elle avait trop de fierté pour demander de l'aide. Il savait qu'elle avait coupé les ponts avec son père quand elle avait 22 ans parce que Arthur Harrington lui avait dit « Ce garçon est un chasseur de dot, Gina. Si tu l'épouses, tu le feras sans un sou de mon argent. » Elle avait crié sur son père. Elle lui avait dit qu'il était un tyran cynique et vieux. Elle lui avait dit que l'amour comptait plus que son empire. Elle était partie et n'avait jamais regardé en arrière. Elle avait changé de nom, vécu simplement, et lui avait prouvé qu'il avait tort. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Il s'avère qu'Arthur Harrington avait raison. Dieu, ça faisait mal d'admettre ça. Ça brûlait comme de l'acide. Son père avait raison. Jason était un chasseur de dot. Il a juste joué la longue escroquerie. Il a attendu d'avoir aspiré sa jeunesse et son énergie, a utilisé sa grâce sociale pour charmer ses clients, et maintenant qu'il avait réussi, il la remplaçait par un nouveau modèle. Elle se laissa tomber sur le lit du motel et fixa les taches d'eau au plafond. Elle pourrait abandonner. Elle pourrait trouver un emploi de serveuse, vivre dans ce motel et voir ses enfants pendant 2 heures le samedi sous l'œil vigilant d'une assistante sociale nommée par le tribunal. Ou elle pourrait faire la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, comme elle pourrait prendre le téléphone.
Elle tendit la main vers son téléphone portable fissuré. Son pouce plana au-dessus des contacts. Elle n'avait pas son numéro enregistré. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il était gravé dans sa mémoire. Le même que son numéro de sécurité sociale. Il était 23 heures. Il serait dans son bureau à boire un Scotch single malt, à lire les rapports du marché asiatique. Elle composa. Une sonnerie, deux sonneries, trois sonneries. Residence Harrington. Une voix britannique claire répondit. C'était Jenkins, le majordome, qui était là depuis qu'elle était bébé. Le son de sa voix faillit la briser. Jenkins, dit-elle d'une voix rauque, c'est Gina. Silence. Un long, lourd silence. Mademoiselle Gina. La voix de Jenkins perdit son professionnalisme. Elle trembla. Est-ce vraiment vous? Oui, Jenkins. Est-il réveillé? Il est à la bibliothèque, mademoiselle. Veuillez patienter. La musique d'attente était classique. Vivaldi, bien sûr. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Et s'il raccrochait, et s'il lui disait « Je te l'avais dit », et s'il ne s'en souciait plus? La ligne cliqua, Gina. Sa voix était plus âgée, plus rauque, mais elle avait le même timbre autoritaire qui faisait autrefois trembler les PDG. Elle n'était pas chaleureuse, mais elle n'était pas en colère. Elle attendait juste. « Papa », chuchota-t-elle, et le mot lui sembla étranger sur la langue. « Cela fait 10 ans, Gina. Tu n'as pas appelé pour les anniversaires. Tu n'as pas appelé pour Noël. Pourquoi appelles-tu maintenant? » Elle prit une inspiration. Elle pouvait mentir. Elle pouvait faire la conversation. Non, les Harrington ne faisaient pas la conversation. Ils faisaient des affaires. Il les a pris, papa, dit-elle, sa voix se brisant. Il a pris les enfants, il a gelé les comptes. Il est avec une jeune femme de 24 ans. Il a engagé Robert Carlyle et ils m'ont expulsé de ma maison. Je suis dans un motel sur la route 9 et j'ai 42 draps. Silence à l'autre bout. Silence total et absolu. Il s'étira pendant 10 secondes. 20. Papa, chuchota-t-elle, la peur la saisissant. Carlyle? Arthur demanda, juste le nom. Oui, Robert Carlyle. Et le mari, Jason. Il m'a piégé. Il m'a dépeinte comme instable. Il a pris Emma et Noah. Elle entendit le son du verre touchant le bois. Le son d'une lourde chaise en cuir se déplaçant. Gina, dit Arthur, sa voix tombant d'une octave, devenant quelque chose de sombre et de terrifiant de calme. Fais tes affaires. Jenkins vient te chercher. Ne parle à personne. Papa, je ne peux pas te rembourser. Gina, l'interrompit-il. Tu es une Harrington. Nous ne nous faisons pas prendre. Nous ne nous faisons pas jeter. Et nous ne laissons certainement pas des médiocres comme Jason Sterling voler notre lignée. Je suis désolé, papa. Tu avais raison. Nous discuterons de ma rectitude plus forte. Il dit, pour l'instant, nous avons une guerre à commencer. Sois prête dans 30 minutes. La ligne se coupa. Elle posa le téléphone, sa main tremblante. Jason pensait avoir écrasé Gina Sterling, la femme au foyer. Il n'avait aucune idée qu'il venait de réveiller Gina Harrington, l'héritière. La voiture qui s'arrêta au Starlight Inn n'était pas une limousine. Cela aurait été trop voyant. C'était un SUV blindé noirci. Jenkins en sortit, ayant exactement la même apparence qu'il y a 10 ans, peut-être un peu plus grisonnant aux tempes. Il portait un costume immaculé qui rendait le motel encore plus sordide en comparaison. « Mademoiselle Gina » dit-il, inclinant légèrement la tête. Il ne la serra pas dans ses bras, ce n'était pas son genre, mais ses yeux étaient humides. Il prit ses sacs poubelles de vêtements comme s'il s'agissait de bagages Louis Vuitton. Le trajet jusqu'au domaine Harrington fut silencieux. Gina regarda la ville défiler, la transition des périphéries sordides aux banlieues et finalement aux grilles de fer de Highgarden, le domaine de son père. La maison était une forteresse de pierre et de lierre illuminée comme un phare contre le ciel nocturne. Alors qu'elle franchissait les immenses portes en chêne, l'odeur la frappa. Vieux papier, cire d'abeille
et lisse coûteux. C'était l'odeur de son enfance. Son père se tenait dans le foyer. Arthur Harrington avait 72 ans, mais il se tenait avec la posture d'un général. Il s'appuyait sur une canne avec une poignée en tête de loup en argent. Il portait une veste de smoking en velours. Son visage était ridé, ses yeux d'un bleu acier vif. Elle s'arrêta à 3 mètres de lui. Elle se sentait à nouveau comme une enfant, attendant d'être réprimandée pour un mauvais bulletin scolaire. « Tu as l'air mince, » racla sa gorge, dit. C'était une accusation. « Je n'ai pas beaucoup mangé, » admit-elle. Il hocha la tête. Il frappa sa canne sur le sol de marbre. Jason Sterling, Architecture, cabinet de deuxième ordre. Principalement des rénovations résidentielles et des contrats commerciaux mineurs. Fortune nette d'environ 4 millions, principalement les liquides. Est-ce exact? Elle cligna des yeux. Je pense que oui. Comment le savez-vous? J'ai une équipe qui a préparé un dossier sur lui depuis que tu as raccroché, dit Arthur nonchalamment. N'entre jamais dans une bataille sans connaître le terrain. Il se tourna et se dirigea vers la bibliothèque. Viens, nous avons du travail à faire. Elle le suivit. La bibliothèque était vaste. Les murs tapissés de livres qui valaient plus que tout le cabinet de Jason. Assise au bureau en acajou se trouvait une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle était intelligente, portait des lunettes, tapant furieusement sur un ordinateur portable. « C'est Mademoiselle Vance, » dit son père. « Elle est ma responsable de la stratégie juridique pour Harrington Industries. »« Bonjour, Mademoiselle Harrington, » dit-elle sans lever les queues. « J'ai déjà récupéré les documents judiciaires. C'est une stratégie de divorce agressif standard. Robert Carlyle utilise la tactique de choc et d'effroi, gelant les avoirs, alléguant une instabilité mentale, isolant la victime. Il gagne 84% de ses affaires parce que le conjoint adverse n'a plus d'argent avant le procès. « Il a mes enfants, » dit Gina, sa voix tremblante. « Pas pour longtemps, » dit son père. Il versa un verre d'eau et le lui tendit. « Voici la situation, Gina. Tu veux le poursuivre pour la garde. Tu veux la moitié des biens. C'est de la manière ordinaire. Cela prend des années. Je ne me soucie pas de l'argent. Je veux juste Noah et Emma. Tu les auras. » Arthur claqua. « Mais tu ne peux pas combattre un requin comme Carlyle avec une canne à pêche. Tu as besoin d'un filet. » Un dîner très, très cher. Il s'assit derrière son bureau et joignit ses doigts. « J'ai passé quelques appels ce soir. Robert Carlyle était l'associé principal de Carlyle Evans et Tate. C'est un cabinet de boutique, très rentable mais petit. C'est le meilleur de l'État, dit Gina. Jason a dit que personne ne peut le battre. » Arthur sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un loup regardant un lapin blessé. « Gina, leçon numéro 1 pour être une Harrington. Tout le monde a un prix et tout le monde a un patron. Il possède le cabinet, papa. Il n'a pas de patron. Tout le monde a un patron, répéta Arthur. Parfois c'est la banque. Parfois c'est le locataire. Parfois ce sont les clients. Il regarda Mademoiselle Vance. Quel est le statut du bail de l'immeuble de bureau de Carlyle au centre-ville? Mademoiselle Vance tapa une touche. L'immeuble est détenu par Bewildered Holdings. Le bail pour Carlyle Evans et Tate est en cours de renouvellement dans 6 mois. Mais il y a une clause permettant la résiliation anticipée si l'immeuble change de propriétaire et est réaffecté à un usage industriel. Arthur hocha la tête. Acheter l'immeuble? Gina en resta bouche bée. Papa, quoi? Acheter l'immeuble? Dit Arthur, agitant la main comme s'il commandait un déjeuner. Demain matin, offre en espèces 20% au-dessus de la valeur marchande, clôture à midi. Oui, monsieur, dit Mademoiselle Vance, tapant sur son clavier. Papa, tu ne peux pas juste acheter un gratte-ciel pour expulser l'avocat de mon mari. Je ne l'expulse pas, dit Arthur innocemment. Je deviens juste son propriétaire. Cela facilite les négociations. Il se tourna vers Mademoiselle Vance. Maintenant, le cabinet lui-même, Carlyle, Evans et Tate, il représente principalement des particuliers fortunés locaux. Correct. Oui, monsieur. Leur plus gros contrat est avec le groupe de construction monolithique Apex Construct. Ah,
Les yeux d'Arthur s'illuminèrent. Apex, je joue au golf avec le PDG de leur société mère. Mettez-le au téléphone le matin. Dites-lui que Harrington Industries envisage cette co-entreprise qu'il a suppliée. Mais nous avons des préoccupations concernant les normes éthiques de sa représentation juridique. Papa, interrompit Gina, se levant. C'est insensé. Tu vas détruire un cabinet d'avocats entier juste pour m'aider à divorcer. Arthur se leva et pour la première fois son visage s'adoucit. Il contourna le bureau et se tint devant elle. Il tendit la main et plaça une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste qu'il n'avait pas fait depuis qu'elle avait 6 ans. « Gina, dit-il doucement, tu as choisi l'amour. Tu as choisi d'être normale. Et regarde où ça t'a mené. Une chambre de motel et un cœur brisé. » Il lui saisit les épaules. « Tu es ma fille. Tu es une Harrington. Nous ne mendions pas la justice. Nous la dictons. Jason Sterling voulait une guerre, très bien. Mais il a apporté un couteau à une confrontation nucléaire. Il la regarda droit dans les yeux. « Demain, nous irons au tribunal. Mais tu n'iras pas en tant que Gina Sterling, la femme au foyer instable. Tu y iras en tant que Gina Harrington. Et tu n'engageras pas d'avocat. Je n'engagerai pas. Non, Arthur sourit. Pourquoi engager un avocat quand tu peux acheter le cabinet d'avocats? Raclement de gorge. Gina se réveilla le lendemain matin dans un lit qui coûtait plus cher que sa première voiture. Les draps étaient en coton égyptien, 1000 fils au pouce, sentant la lavande. Pendant une fraction de seconde, elle oublia. Elle tendit la main vers Jason. Sa main frappa un espace froid et vide. Le souvenir des dernières 48 heures s'abattit sur elle comme un raz-de-marée. La maison vide, les comptes gelés, le sourire narquois de Tiffany, ses enfants, Noah et Emma, se réveillant dans une maison étrange. Probablement on leur disait que maman était malade ou folle ou ne les aimait plus. Elle s'assit en haletant. Mais cette fois, la panique ne la paralysa pas. Elle la propulsa. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle, et une équipe de 3 femmes en entra, poussant un portant de vêtements. Ce n'étaient pas des femmes de ménage. Elles ressemblaient à des stylistes de Vogue. « Bonjour, mademoiselle Harrington », dit la styliste principale. « Votre père a demandé que nous mettions à jour votre garde-robe pour le tribunal aujourd'hui. Il a spécifié que l'esthétique devait être sans excuse. » Elle regarda le portant. Fini les gilets doux et les robes fleuries de Gina Sterling, la maman de banlieue. À leur place se trouvaient des blazers structurés, des jupes crayons ajustées et des talons aiguilles qui ressemblaient à des armes. Couleur de pouvoir, anthracite, marine, noire, cramoisie. « Je n'ai pas besoin de ça, marmonna-t-elle, touchant le tissu d'un tailleur Chanel. Je vais juste à une audience. »« Mademoiselle Harrington, » dit doucement la styliste, « vous ne vous habillez pas pour une audience. Vous vous habillez pour un couronnement. » Elle enfila le tailleur. Il était noir, taillé au millimètre près. Quand elle se regarda dans le miroir, Gina Sterling avait disparu. La femme qui la regardait avait des yeux froids et une mâchoire serrée comme du granit. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré et sévère. Elle mit les puces de diamants que sa grand-mère lui avait laissées. La seule chose que Jason n'avait pas pu voler parce qu'elle les portait constamment. Elle descendit les escaliers. La bibliothèque était en pleine effervescence. Elle ressemblait moins à un bureau à domicile qu'à une salle de guerre. Son père était au téléphone, lui tournant le dos. « Je me fiche des pénalités, George. Retirez le financement. »« Oui, immédiatement. S'ils se plaignent, dites-leur de m'appeler. » Il raccrocha et se retourna. Il la regarda et un éclair de fierté traversa son visage. « Mieux, dit-il. Beaucoup mieux. Tu ressembles à ta mère. » Mademoiselle Clean, ancienne Mademoiselle Vance, s'approcha avec une tablette. « Mise à jour, monsieur. Nous avons acquis l'immeuble au 400 West Market Street. Le transfert de propriété a été accéléré à 8h du matin. Nous sommes officiellement les propriétaires de Carlyle Evans et Tate. » « Excellent, dit Arthur. Et la deuxième phase, la banque détenant la ligne de crédit du cabinet a été plus qu'heureuse de nous vendre le paquet de dettes, compte tenu de la prime que vous avez offerte. À 8h30 du matin,
Harrington Industries possède effectivement le capital d'exploitation de l'équipe juridique de Jason. Gina les regarda. Vous avez acheté leur dette. Les cabinets d'avocats coûtent cher à gérer, Gina, expliqua Arthur, se versant un café. Paye, loyer, assurance. Ils fonctionnent à crédit. Monsieur Carlyle est endetté jusqu'au cou pour payer sa maison dans les Hamptons et l'appartement de sa maîtresse. Je possède maintenant ce levier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Cela signifie, dit Arthur, vérifiant sa montre, que lorsque Robert Carlyle entrera au tribunal aujourd'hui, il travaillera pour moi. Il ne le sait pas encore. Son téléphone vibra. C'était Jason. Son instinct était de l'ignorer. Réponds, commanda Arthur. Mets-le sur haut-parleur. Elle toucha l'écran. Bonjour, Jason. La voix de Jason était pleine de fausses sollicitudes. Écoute, je sais qu'hier c'était difficile. J'appelle parce que, Tiffany pense que nous devrions être généreux. Nous sommes prêts à te laisser les enfants un week-end sur 2. Sans supervision si tu signes les papiers du divorce aujourd'hui. Pas de pension alimentaire, pas de contestation sur les biens. Elle sentit le sang bouillir dans ses veines. Généreux. Tu as volé mon argent, Jason. Tu as kidnappé nos enfants. N'utilise pas des mots comme kidnapper, Gina. Ça sonne hystérique. J'essaie de t'aider. Si tu te bats, Carlyle te détruira. Tu le sais. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de maison. Signe juste les papiers, déménage dans un joli petit appartement et laisse-nous être heureux. Elle regarda son père. Il lui fit un signe de tête. Finis-le. Jason, dit-elle, sa voix ferme et froide. Te souviens-tu quand nous nous sommes rencontrés? Tu m'as demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. Quoi? Qui s'en soucie? Gina, arrête de traîner. Je n'en ai jamais parlé parce que je voulais voir si tu pouvais t'en sortir seule. Tu n'as pas pu. Tu as eu besoin de mon travail émotionnel pour construire ton entreprise. Et maintenant tu penses pouvoir me jeter. Je raccroche, claqua Jason. À plus au tribunal. J'espère que tu apprécieras de te représenter toi-même. Je ne me représenterai pas, dit-elle. Et Jason, une dernière chose, quoi? Assure-toi que Tiffany apprécie ce collier. Ce sera le bijou le plus cher qu'elle n'aura jamais l'occasion de garder. Elle raccrocha. Son père sourit réellement. C'est ma fille. Maintenant, allons-y. La voiture attend. Nous nous dirigeâmes vers l'allée. Cette fois, il y avait une limousine, un convoi en fait. 2 SUV noirs et la limousine. « Papa, n'est-ce pas excessif? » demanda-t-elle. « Guerre psychologique, Gina, » dit-il en ouvrant la porte. « Nous ne voulons pas seulement gagner. Nous voulons traumatiser. » Le bâtiment du tribunal de la famille était un endroit déprimant. Il sentait la cire de sol et les rêves brisés. Habituellement, les gens y entraient à la tête basse, traînant des papiers, l'air vaincu. Quand le convoi Harrington s'arrêta au bord du trottoir, la circulation s'arrêta. Gina sortit de la limousine, flanquée de 2 gardes de sécurité et de son père. Les paparazzis n'étaient pas là. C'était le tribunal de la famille. Pas une première de film, mais les gens à l'extérieur s'arrêtèrent et regardèrent. Ils se déplacèrent comme un flanc à travers le point de contrôle de sécurité. Son père n'enleva même pas son manteau. Il traversa simplement le détecteur de métaux et quand il bipa, le garde le regarda, reconnut Arthur Harrington et lui fit simplement signe de passer. Le pouvoir a ses privilèges. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Département 12, juge Reynolds. Ils marchèrent vers les portes de la salle d'audience. Elle les vit à travers la vitre. Jason était assis à la table du défendeur, l'air détendu. Il riait de quelque chose que Tiffany lui chuchotait à l'oreille. Elle portait une robe blanche, un choix audacieux pour une maîtresse. Et oui, elle portait le collier de diamants. Robert Carlyle était là, organisant ses dossiers. Il avait l'air confiant, suffisant. C'était le requin dans l'aquarium. Son père posa une main sur son bras avant qu'il n'entre. « Souviens-toi, chuchota-t-il, tu ne regardes pas, Jason.
Tu regardes à travers lui. C'est un meuble. Il est insignifiant. Le huissier ouvrit les portes. Tout le monde debout, cria le huissier, bien que le juge ne soit pas encore entré. Il l'a appelé parce que Arthur Harrington était entré. La pièce devint silencieuse. Jason se retourna. Son sourire vacilla. Il plissa les yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il la vit. Gina, la femme qu'il pensait démunie, portant un tailleur à 5 000 $, ressemblant à un PDG. Puis il vit l'homme à côté d'elle. Le visage de Jason prit la couleur du lait caillé. Il savait qui était Arthur Harrington. Tout le monde en ville le savait, mais il ne l'avait jamais rencontré. Gina les avait tenus à l'écart pendant une décennie. « Gina », murmura Jason. Ils ne s'assirent pas à la table frénétique et encombrée habituellement réservée aux défendeurs non représentés. Ils marchèrent jusqu'à la table vide à droite. Son père s'assit dans la galerie juste derrière elle. Il croisa les jambes et posa ses mains sur sa canne. Il ressemblait à un roi regardant un match de gladiateurs qu'il avait déjà truqué. Un nouvel homme entra et s'assit à côté d'elle. C'était son avocat, pas un avocat spécialisé en droit de la famille. C'était Silas Thorne. Thorne était l'avocat principal d'Harrington Industries. Il ne faisait pas de divorce, il faisait des OPA hostiles. Il détruisait des monopoles. C'était un homme qui parlait dans un murmure qui faisait pleurer les hommes adultes. « Qui est-ce » Elle entendit Tiffany chuchoter. « Jason, qui est ce vieil homme ?»« Tais-toi » Jason siffla, la panique affleurant dans sa voix. « C'est son père. » « Tu as dit que son père était un moins que rien. »« J'ai dit qu'elle était éloignée. Je n'ai pas pensé. » Le juge Reynolds entra. Il avait l'air fatigué, feuilletant ses dossiers. « Très bien, appelant l'affaire Sterling contre Sterling. Deuxième partie de l'audience d'urgence sur la garde. Avocat, déclarez vos apparitions. » Robert Carlyle se leva, boutonnant sa veste. Il ne regarda pas Arthur. Il était concentré sur le juge. Robert Carlyle pour le demandeur, Jason Sterling. Votre honneur, nous sommes ici pour finaliser les ordonnances provisoires. La mère n'a présenté aucune défense, n'a pas d'avocat, et Silas Thorne, son avocat, l'interrompit, sans même se lever complètement, juste en levant une main. Pour la défenderesse, Gina Harrington Sterling. Le juge s'arrêta. Il regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur Thorne, Silas Thorne, je ne savais pas que vous pratiquiez le droit de la famille. »« Je ne le pratique pas, votre honneur, » dit Thorne calmement. « Je pratique le droit immobilier et le recouvrement de fraude, mais aujourd'hui, je fais une exception. » Carlyle gloussa, un son nerveux. « Votre honneur, c'est très irrégulier. Monsieur Thorne n'a pas déposé d'apparence et franchement, faire venir un requin de la finance pour une audience de garde est une tactique de retardement. Les faits demeurent. La mère est instable et sans abri. »« En fait, » dit Thorne, ouvrant un dossier en cuir, « nous avons quelques questions de procédure à aborder avant d'en venir à la garde. Questions concernant un conflit d'intérêts. »« Je n'ai aucun conflit, » railla Carlyle. « J'ai représenté M. Sterling pendant 3 ans. »« Pas avec le client, » dit Thorne. Il se tourna et regarda directement Robert Carlyle. « Avec votre employeur. » Carlyle fronça les sourcils. « Je suis l'associé principal de mon cabinet, M. Thorne. Je n'ai pas d'employeur. » Thorne fit glisser une feuille de papier sur la table vers Carlyle. À 8h15 ce matin, la société holding Harrington West, une filiale de Harrington Industries, a acquis les obligations de dette et le bail commercial de Carlyle, Evans et Tate. La pièce devint d'un silence de mort. Carlyle regarda le papier. Ses mains commencèrent à trembler. C'est un acte hypothécaire. C'en est un, Thorne acquiesça. Et si vous regardez la clause additionnelle 4B, le créancier, c'est-à-dire nous, a le droit d'exiger le remboursement immédiat de la ligne de crédit d'exploitation si le cabinet se livre à une conduite préjudiciable aux intérêts du créancier. Thorne se pencha en avant. Poursuivre la file du créancier est considéré comme hautement préjudiciable. Jason se leva. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? »« Assieds-toi, Jason. »
claqua Carlyle. Il transpirait maintenant, des perles de sueur visibles sur son front. Monsieur Carlyle, dit le juge Reynolds, l'air confus, êtes-vous en train de dire que le père de la défenderesse a acheté votre cabinet d'avocat? Il a acheté l'immeuble et la dette, votre honneur, balbutia Carlyle. C'est de la coercition, c'est du chantage légal, c'est du capitalisme. Arthur prit la parole depuis la galerie. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait à tous les coins de la pièce. Et je crois, Monsieur Carlyle, que vous avez une réunion du conseil d'administration dans 20 minutes. Je vous suggère de vérifier votre email. Carlyle sortit son téléphone. Il glissa l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent. Mes partenaires, murmura-t-il, Evans et Tate, ils ont voté. Ils ont voté pour mettre fin à votre représentation de M. Sterling avec effet immédiat. Thorne compléta. Pour sauver le cabinet de la faillite, ils ont décidé de s'aligner sur la boussole morale du nouveau propriétaire. Carlyle regarda Jason, puis il regarda Gina, puis il regarda le juge. « Votre honneur, je dois demander à me retirer en tant qu'avocat. »« Quoi? » cria Jason. « Tu ne peux pas te retirer. Je t'ai payé 50 000 $. Je dois le faire. » Carlyle cria en retour, perdant son sang-froid. « Si je continue cette affaire, ils mettront le cabinet en faillite d'ici le déjeuner. Je me retire. » Carlyle commença à fourrer des papiers dans sa mallette. « Tu es seul, Jason. »« Monsieur Carlyle. » Le juge frappa son marteau. « Vous ne pouvez pas simplement partir. »« Regardez-moi faire. » Carlyle sortit en trombe de la salle d'audience, laissant la lourde porte se balancer derrière lui. Jason resta là seul. Le silence était assourdissant. Il regarda l'endroit vide où se trouvait son requin, puis il regarda Tiffany, dont la bouche était ouverte. Puis lentement, il se tourna pour regarder Gina. Elle n'était plus la femme au foyer instable et pleurnicharde. Elle était Gina Harrington et elle souriait. « Monsieur Sterling, » dit le juge, sa voix dure. « sa voix dure. Il semble que vous soyez maintenant non représenté. Souhaitez-vous demander un ajournement pour trouver un nouvel avocat? » Jason ouvrit la bouche pour parler, mais Thorne le coupa. « Votre honneur, avant d'accorder un ajournement, nous avons une motion d'urgence. Puisque le demandeur a admis dans sa requête initiale qu'il travaille de longues heures et s'appuie sur du personnel pour la garde des enfants, et puisqu'il est maintenant confronté à une enquête massive pour fraude concernant le détournement de biens matrimoniaux. »« Enquête pour fraude, » coina Jason. « Oui, dit Thorne, nous avons des experts comptables judiciaires qui décortiquent les livres de votre cabinet pendant que nous parlons. Nous pensons que vous avez transféré 2 millions de dollars de fonds matrimoniaux vers un compte offshore aux îles Caïmans. C'est un crime, M. Sterling, et les criminels n'obtiennent pas la garde. » Thorne claqua un épais classeur sur la table. Le son résonna comme un coup de feu. « Nous demandons que la garde légale et physique exclusive soit immédiatement restituée à la mère. Et nous demandons une ordonnance de gel de tous les comptes personnels et professionnels de M. Sterling pour empêcher toute dissipation supplémentaire d'actifs. » Jason regarda le juge. Il avait l'air désespéré. « Votre honneur, c'est fou. C'est elle qui est folle. Juge. » Reynolds regarda Jason, puis le classeur que Thorne avait présenté, et enfin son père assis calmement à l'arrière. Le juge n'était pas stupide. Il savait de quel côté le vent tournait. Un ouragan de catégorie 5 nommé Harrington venait de toucher terre. Motion pour la garde temporaire exclusive accordée à la mère. Le juge Reynolds statua « Monsieur Sterling, vous devez remettre les enfants immédiatement. Et concernant les avoirs, je gèle tout. Vous ne devez pas dépenser un centime avant que ces comptables aient terminé. » Jason s'affaissa sur sa chaise. Tiffany se leva. « Je ne reste pas pour ça, » siffla-t-elle. « Tu as dit que tu avais de l'argent. Tu as dit qu'elle n'était personne. » Tiffany, attends, Jason lui attrapa la main. Elle la retira. « Ne me touche pas. Je ne vais pas en prison pour fraude avec toi. »
Elle claqua des talons et sortit. Gina se leva. Elle s'approcha de la table de Jason. Elle se pencha pour que lui seul puisse l'entendre. « Tu voulais une guerre, Jason, chuchota-t-elle. Tu as oublié une chose. Les Harrington ne perdent pas. » Elle se redressa. « Maintenant, dis-moi où sont mes enfants. » Le trajet jusqu'à la maison de la mère de Jason fut les 20 minutes les plus longues de la vie de Gina. Cette fois, elle n'était pas dans une berline cabossée. Elle était à l'arrière de la limousine Harrington, son père assis silencieusement à côté d'elle, examinant des emails sur son téléphone. Il savait quand parler et quand laisser le silence faire le travail. Quand ils s'arrêtèrent devant l'allée de Linda, une modeste maison de banlieue où Gina avait passé d'innombrables vacances inconfortables, se mordant la langue pendant que Linda critiquait sa cuisine, il n'y eut pas de scène chaotique. Le combat leur avait été assommé. La voiture de Jason était déjà là. Il devait avoir filé du palais de justice, désespéré de contrôler le récit avant son arrivée. Elle sortit. Son père resta dans la voiture. « Va, dit-il, sans lever les yeux. Cette partie est la tienne. » Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Linda se tenait là, son visage un masque de désapprobation pincé. Mais derrière ce masque, il y avait de la peur. Elle avait entendu ce qui s'était passé. Elle savait que les comptes étaient gelés. Elle savait que l'empire de son fils était actuellement disséqué par des experts comptables judiciaires. « Ils sont dans le salon », marmonna-t-elle, s'écartant. Gina entra. Noah et Thomas étaient assis sur le canapé, leur sac à dos à leurs pieds, l'air petit et confus. Jason était agenouillé devant eux, parlant vite, ses mains s'agitant. « Et maman a été très malade, les gars. Donc, nous devons être patients avec elle. »« D'accord. »« Je me sens beaucoup mieux, en fait, » dit Gina, sa voix traversant la pièce comme un rasoir. Jason se figea. Les enfants levèrent les yeux. « Maman !» Emma cria, se jetant du canapé. Noah, plus âgé et plus prudent, se leva lentement, les yeux écarquillés. Gina attrapa Emma en plein vol, enfouissant son visage dans les cheveux de l'enfant. Elle sentait le shampoing à la fraise et la peur. Elle la serra assez fort pour la meurtrir, laissant les larmes qu'elle avait retenues au tribunal enfin tomber. « Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Tu m'as tellement manqué. » Elle regarda Noah. « Viens ici, mon loulou. » Il courut vers elle, puis l'acte d'adolescent stoïque s'écroula. Ils se blottirent là sur le tapis, un enchevêtrement de membres et de soulagement. Jason se leva, lissant son pantalon. Il semblait diminuer. Sans son avocat coûteux et son récit de contrôle, il n'était qu'un homme en costume froissé qui avait tout joué et perdu. « Je viens de leur dire, » dit Jason, sa voix tendue, « que nous allons régler ça de manière civile. » Gina se leva, gardant les enfants derrière elle. « Faites vos affaires, les enfants. Allez à la voiture. Grand-père vous attend avec des collations. »« Grand-père » demanda Noah, les yeux écarquillés. « Grand-père Arthur, oui, les. » Ils coururent en dehors. Elle se tourna vers Jason. La pièce était silencieuse. Linda planait dans l'embrasure de la cuisine, se tordant les mains. « Tu penses avoir gagné ?» Jason cracha le venin qui fuyait enfin. « Parce que ton papa est intervenu pour te sauver. Tu es pathétique, Gina. Tu ne pouvais pas me gérer, alors tu as appelé la cavalerie. » « Je n'ai pas appelé la cavalerie parce que je ne pouvais pas te gérer, » dit Gina calmement. « Je les ai appelés parce que tu as enfreint les règles. Tu n'es pas juste parti, Jason. Tu as volé, tu as menti, tu as militarisé nos enfants. C'est mon argent, je l'ai gagné. Nous verrons ce que l'audit dit, répondit-elle. Au fait, Silas Thorne envoie une équipe à ton bureau à 14 heures pour sécuriser les serveurs. Je te suggère d'être là pour déverrouiller la porte ou ils enlèveront simplement la porte de ses gonds. Elle sortit. Elle ne regarda pas en arrière. Les 2 semaines suivantes furent une leçon magistrale de destruction. Gina déménagea de nouveau dans la maison. Eh bien, sa maison maintenant.
L'ordonnance du tribunal lui donnait l'usage exclusif. Jason restait chez sa mère, dormant dans son lit jumeau d'enfant. Madame. Son père ne finança pas seulement la bataille juridique. Il orchestra le démantèlement judiciaire de la vie de Jason. Il fit venir une équipe de 4 experts comptables judiciaires de Chicago. Ils s'installèrent dans sa salle à manger, la transformant en centre de commandement de tableurs et de tasses de café. Le 3e jour, la comptable principale, une femme nommée Mademoiselle Chang, la fit venir. « Madame Sterling, vous devez voir ceci. » Elle tourna l'écran de son ordinateur portable vers Gina. « Ceci est le registre des dépenses professionnelles de votre mari pour les 18 derniers mois. Voyez ses paiements récurrents au groupe de conseil Alpha. » « Oui, Gina dit. Il a dit qu'ils étaient des ingénieurs structurels. » « Ils ne le sont pas, dit Mademoiselle Chang sèchement. Société écran enregistrée à une boîte postale au Nevada. La seule signataire est Tiffany Miller. Gina sentit l'air quitter ses poumons. Combien au cours de la dernière année? 240 000 $. Il détournait les profits de l'entreprise. Des profits qui sont des biens matrimoniaux directement à sa maîtresse. Il lui a acheté un appartement. Il lui a acheté un bail pour une Mercedes. Il a payé ses prêts étudiants. Et ici, elle montra une autre colonne, le compte des Caïmans. Ce n'était pas seulement des économies. Il contractait des prêts contre votre maison, signature falsifiée au Fed, et déplaçait l'argent offshore. Il vous menait à la faillite pour financer son plan d'évasion. C'était pire que ce qu'elle pensait. Il n'était pas juste tombé amoureux. Il la volait systématiquement à l'aveuglette tout en dormant dans son lit. Il prévoyait de la laisser avec la dette pendant qu'il s'éloignait vers le soleil couchant avec Tiffany. « Qu'est-ce que cela signifie légalement? » demanda-t-elle. Silas Thorne, qui était appuyé contre l'embrasure de la porte en mangeant une pomme, répondit. « Cela signifie, Gina, que ce n'est plus un divorce. C'est une affaire de racket. Nous l'avons pour fraude, détournement de fonds, faux et usage de faux et évasion fiscale. Si nous donnons ce classeur au procureur de district, Jason ira en prison fédérale pendant 10 à 15 ans. » Il prit une bouchée de la pomme. « La question est, voulez-vous qu'il soit en prison ou voulez-vous qu'il soit détruit d'une manière qui fait plus mal? » Elle regarda les chiffres sur l'écran. Elle pensa au message texte. « Merci pour la maison, chérie. » Elle pensa au visage confus de son fils quand il lui demanda si elle était folle. « La prison est trop facile, dit-elle. Il serait un martyr. Il blâmerait le système. Je veux qu'il sache exactement qui l'a battu. Je veux qu'il signe tout. » Thorne sourit. « Je vais organiser la conférence de règlement. » La salle de conférence de Harrington Industries était au 45e étage. Elle offrait une vue sur toute la ville. La ville que Jason avait essayé de conquérir, la ville qui l'engloutissait maintenant tout entier. Gina était assise au bout de la table. Son père était assis à sa droite. Silas Thorne était assis à sa gauche. Ils attendaient. Jason arriva 10 minutes en retard. Il avait l'air affreux. Il avait perdu du poids. Son costume était froissé. Il était seul. Aucun avocat ne voulait le toucher. La rumeur courait que Jason Sterling était toxique. Il était radioactif. Le représenter était une mission suicide professionnelle parce qu'Arthur Harrington achèterait votre cabinet et vous licencierait. Jason s'assit à l'extrémité de la longue table en marbre. Il plaça un mince dossier devant lui. Il regarda Gina, puis détourna rapidement le regard. « Finissons-en, marmonna-t-il. »« Nous ne sommes pas pressés, » dit Thorne agréablement. « Nous avons du café, de l'eau. Aucune honte. » Thorne fit glisser un document sur la table. Il était épais, environ 50 pages. « La proposition est simple, Monsieur Sterling. Vous signez ceci et le classeur plein de preuves concernant votre fraude fiscale et vos faux restent dans notre coffre-fort. Il n'ira jamais à l'IRS. Il n'ira jamais au procureur. » Jason ouvrit le document. Il parcourut la première page. Son visage devint pâle. « Ceci dit que j'abandonne tout. » « Correct. » Thorne dit. « J'abandonne ma participation dans le cabinet. Le cabinet est en faillite, Jason. » Gina prit la parole. « Tu l'as vidé.
Il n'a aucune valeur. Nous vous faisons en fait une faveur en reprenant la dette. J'abandonne la maison. La maison que tu as hypothéquée avec une signature falsifiée? Demanda Thorne. Oui, c'est la maison de Gina. Et la garde. La voix de Jason se brisa. Garde exclusive totale à Gina. Je n'obtiens que. Qu'est-ce que c'est? Un week-end par mois supervisé. Tu as essayé de les kidnapper, Jason, dit Gina doucement. Tu as prouvé que tu étais un risque de fuite. Tu as prouvé que tu mettais ton propre ego au-dessus de leur stabilité. Je ne peux pas signer ça, Jason claqua la table. Je ne le ferai pas. C'est de l'esclavage. Je serai démuni. Je n'aurai rien. Tu auras ta liberté. Son père parla pour la première fois. Sa voix gronda comme le tonnerre. Ce qui est plus que tu ne mérites. Je ne le ferai pas. Je tenterai ma chance au tribunal. Jason se leva pour partir. Assieds-toi, Jason, dit Gina. Il s'arrêta. Ou quoi? Elle sortit son téléphone. Elle joua un enregistrement. C'était un message vocal. Hey Tiffany, c'est Jason. Écoute, ne t'inquiète pas pour l'audit. J'ai déchiqueté les fichiers sur la société écran du Nevada. Ils ne trouveront jamais la piste. Tiens juste ta langue et nous boirons des margaritas à Carbo pour Noël. Elle arrêta l'enregistrement. Mademoiselle Chang a trouvé les fichiers déchiquetés dans ta corbeille numérique, dit-elle. Les restaurer a pris environ 10 minutes. Ce message vocal combiné au fichier restauré, c'est de l'entrave à la justice. C'est 5 ans ajoutés à la sentence. Jason se rassit lentement. Il regarda le téléphone. Il la regarda. Tiffany t'a donné ce message vocal, chuchota-t-il. Tiffany, dit Gina avec un sourire, était très désireuse de coopérer une fois que nous lui avons expliqué qu'elle était répertoriée comme co-conspiratrice. Nous lui avons offert l'immunité en échange d'un accès à son compte cloud. Elle a accepté l'accord, Jason. Elle t'a vendu pour un billet d'avion retour chez ses parents dans l'Ohio. La trahison le frappa plus durement que le procès. La fille pour qui il avait détruit sa famille l'avait trahi dès que la carte de crédit avait cessé de fonctionner. Jason s'affaissa. Il mit sa tête dans ses mains. Il commença à pleurer. Pas des larmes nobles, de vilains sanglots allaitants d'un homme qui réalisait que les murs s'étaient refermés. « S'il te plaît, supplia-t-il. Gina, s'il te plaît, j'ai construit ce cabinet à partir de rien. C'est mon identité. » Non, Gina dit. J'ai construit ce cabinet. J'ai organisé les dîners. J'ai conçu le logo. J'ai géré les livres au début. J'ai élevé les enfants pour que tu puisses travailler 80 heures par semaine. Tu ne l'as pas construit, Jason. Nous l'avons construit et tu l'as brûlé. Elle fit glisser un stylo sur la table. C'était un stylo en plastique bon marché. Signe-le. Il prit le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine écrire. Il signa l'accord de garde. Il signa la confiscation des avoirs. Il signa l'aveu de culpabilité qui serait mis sous séquestre. Quand il eut fini, il ressemblait à un fantôme. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda-t-il d'une voix creuse. « Maintenant? » Gina dit, se levant. « Tu pars, tu trouves un emploi. Tu payes ta pension alimentaire. Et si jamais tu essayes de me miner ou de blesser ces enfants à nouveau, je divulguerai les preuves et je te regarderai pourrir dans une cellule. » Jason se leva. Il se leva. Il marcha vers la porte. Gina. Il s'arrêta au seuil. « Quoi? M'as-tu déjà vraiment aimé? Ou étais-je juste une rébellion contre lui? » Il désigna son père. Elle regarda Arthur Harrington, l'homme qui avait acheté un gratte-ciel juste pour la protéger. Puis elle regarda Jason, l'homme qui avait volé les bijoux de sa grand-mère. « Je t'ai aimé, Jason, » dit Gina honnêtement. « Je t'ai aimé assez pour quitter un royaume pour toi, mais tu as aimé le royaume plus que tu ne m'as aimé. » Il baissa la tête et sortit. 6 mois plus tard, Gina entra dans le nouvel espace de la galerie au centre-ville. C'était magnifique. Haut plafond, lumière naturelle, murs ornés de pièces d'avant-garde. L'enseigne sur la porte indiquait Sterling et Harrington Art. Elle n'avait pas abandonné son nom.
Elle l'avait gardé. C'était le nom de ses enfants, et elle n'allait pas le laisser lui prendre cela aussi. Elle l'avait redéfini. Sterling ne signifiait plus architecte raté. Cela signifiait résilience. Son père entra, s'appuyant sur sa canne, l'air critique comme toujours. L'éclairage dans le coin est éteint, fit-il remarquer. Bonjour à toi aussi, papa. Gina rit, ajustant une sculpture. Les enfants viennent à l'ouverture. Noah apporte son équipe de football. Emma porte un tutu. Ça va être le chaos. Bien, grogna Arthur. Une maison a besoin de chaos. Il se dirigea vers la fenêtre. J'ai entendu parler de Jason. Oh, elle ne lui avait pas parlé depuis le règlement. Il travaille comme chef de projet pour une entreprise de construction dans le Jersey, gagne un salaire décent, vit dans un studio. Est-ce qu'il l'est? Oui. Et il voit les enfants ce week-end, supervisés. Oui, il les emmène au zoo, il essaye. Je pense que toucher le fond était le seul moyen pour lui d'apprendre réellement à être un père. Peut-être, dit Arthur. Il se tourna vers elle. Tu as bien fait, ma fille. Tu n'as pas seulement gagné, tu as régné. Gina regarda par la fenêtre la skyline de la ville. Elle n'était plus la fille naïve qui avait fui sa fortune. Et elle n'était plus la femme au foyer victimisée. Elle était Gina. Elle était une mère. Elle était une battante. Et oui, elle était une Harrington. Elle toucha le collier autour de son cou, celui que Jason avait donné à Tiffany, qu'elle avait récupéré dans le cadre du règlement. Elle avait fait fondre la monture et fait refaire le diamant en un pendentif solitaire et acéré, un trophée. « Viens, papa, dit-elle, prenant son bras. Allons ouvrir les portes. J'ai une vie à vivre. Et c'est ainsi, mes amis, que l'on gère une trahison. » Gina ne s'est pas contentée d'être en colère. Elle est devenue intelligente et elle s'est vengée. Jason pensait qu'il pouvait l'écraser parce qu'elle était gentille. Mais il a oublié que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Il a réveillé un géant endormi et a payé le prix ultime, sa réputation, sa fortune et son contrôle. C'est un rappel brutal que lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez aussi sa famille. Et vous feriez mieux de vous assurer de ne pas vous frotter à la mauvaise. Gina a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de posséder le bâtiment dans lequel votre ex-mari travaille. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires de tricheurs recevant exactement ce qu'ils méritent, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous envoyé Jason en prison ou le laisser sans rien était-il une meilleure punition? Je vous verrai dans la prochaine vidéo.